On va terminer le cours en parlant d'optimisation à deux variables, ce qui devrait nous permettre de résoudre le problème des gugus puis des gogos qu'on a vu au scénario initial. Pour pouvoir le faire, on a besoin de définir l'analogue des points critiques d'une fonction de plusieurs variables. Un point critique, ça va être un point pour lequel les dérivées partielles sont nulles. Ça, c'est l'analogue de dire que f' de x est égal à 0. Ou encore, un point où au moins une des dérivées partielles par x ou par y n'existe pas. Ça, c'est l'analogue de dire f' de x n'existe pas. Comment qu'on les calcule, ces points critiques-là? J'ai 4 exemples pour vous. Je vais en faire seulement... je vais en faire une couple, peut-être un ou deux, on va voir. Je vais commencer avec la première fonction. F de xy qui est égal à x plus y. J'ai besoin de calculer les dérivées partielles. On se rappelait ici, si f de xy c'est x plus y, on cherche une dérivée partielle, on cherche à dériver par rapport à x pour commencer. Quand on dérive par rapport à x, tout ce qui n'est pas un x, c'est une constante. Fait que le y, c'est une constante. La dérivée de y par rapport à x, c'est 0. Puis il me reste la dérivée de x par rapport à x qui est 1. Ça fait que ça me ferait f de x ça là c'est 0. Ça c'est égal à 1. Faites attention avec la notation qu'on utilise. Quand j'écris dy sur dx, peut-être en train de parler de dérivée implicite. Et c'est pas nécessairement 0. Quand je me sers de la notation avec les del, là je suis en train de parler de dérivée partielle, puis ça c'est nécessairement 0. C'est pas la même chose cette expression-là. Cette expression-là. Fait que la dérivée partielle par rapport à x, c'est 1. Vous faites le même travail, puis vous allez montrer que la dérivée partielle par rapport à y aussi, c'est 1. Alors, la dérivée partielle existe indépendamment des valeurs de x et y. C'est jamais le cas. Les dérivées partielles n'existent pas. Un peu plus que ça, sont jamais égales à 0. Fait qu'il n'y a jamais point critique pour cette fonction-là. On va faire ensuite le troisième exemple. Dans le troisième exemple, on avait une fonction xy qui était l'exponentielle de moins x au carré plus y au carré. Quand je fais la dérivée partielle par rapport à x, tout ce qui n'est pas un x c'est une constante. Dérivée partielle par rapport à y, tout ce qui n'est pas un y c'est une constante. Mais on les a faites, ces dérivées partielles-là, on a calculé à l'exemple, à la section précédente, quand on faisait les plans tangents. Les dérivées partielles générales, on les a, sont ici. Si j'ai écrit x, mais ça c'est un y. Pardon. OK. Ces deux dérivées partielles-là, est-ce qu'il y a des endroits où elles n'existent pas? Elles n'existent pas, sont en train de diviser par 0, ou si on prend la racine carrée d'un nombre négatif, mais on n'est pas en train de diviser par 0 ici. Là. E à la n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. C'est toujours défini. Moins de x, c'est toujours défini. Moins de y, c'est toujours défini. Ces dérivées-là existent tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de point critique où la dérivée n'existe pas.
L'autre possibilité pour un point critique, ce serait de trouver les endroits où la dérivée partielle par rapport à x est égale à la dérivée partielle par rapport à y, et elle est égale à 0. C'est-à-dire, on cherche des points où 2x ou moins 2x égale à moins x carré plus y carré est égal à moins 2y à la moins x carré plus y carré c'est égal à 0. Mais quand est-ce que c'est le cas? La moins x au carré plus y carré, c'est jamais égal à 0, c'est toujours positif. Fait que je peux diviser par ce truc-là. Fait que je me retrouve avec moins 2x qui est égal à moins 2y qui est égal à 0. Je peux diviser par moins 2. Je trouve avec ça. Le seul temps où les dérivées partielles sont à la fois, dans les deux cas, égales à 0, c'est si x est égal à y est égal à 0. Fait quand on est au point, 0, 0. Les points critiques sont importants. Si vous vous rappelez, dans le cas d'optimisation à une variable, on cherchait les points les bornes de l'intervalle, puis on cherchait les points critiques de la fonction qui se retrouvent à l'intérieur de l'intervalle. Puis le maximum ou le minimum aurait lieu, quelque part, soit les bornes, soit le point critique. Mais c'est le même principe ici. Il y a aussi un autre résultat qu'on a vu, le résultat test de la deuxième dérivée, qui nous disait que si on trouvait un point critique, on pouvait déterminer si c'était un minimum local ou un maximum local en fonction de la deuxième dérivée. Pour les fonctions de plusieurs variables, l'équivalent de ça, ce sont les dérivées mixtes d'ordre 2, ou les dérivées d'ordre 2. Fait qu'on fait les dérivées subséquentes. Une fois qu'on a calculé la dérivée partielle par rapport à x, on peut peut-être la redériver une deuxième fois par rapport à x, ou encore la dériver par rapport à y. Si on dérive une première fois par rapport à y, on peut soit dériver par y ou dériver par rapport à x. Fait qu'il y a 4 dérivées d'ordre 2. 4 dérivées partielles d'ordre 2. On va les déterminer. Je vais vous faire un exemple. Je vais faire l'exemple numéro 3 par exemple. Puis vous essayerez de faire les autres exemples pour voir comment vous y prendre. Pensez-y, comment est-ce qu'on ferait ici? J'ai une expression kxy qui est un produit x fois le logarithme de xy. Puis on va commencer par dériver une fois par rapport à x. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas un x va être considéré constant. Puis une fois qu'on a ça, le résultat, on va le dériver par rapport à y. Puis là, tout ce qui n'est pas un y va être considéré comme étant une constante. C'est le troisième qu'on fait ici. Si on dérive par rapport à x, tout ce qui n'est pas un x, c'est une constante. Je me retrouve avec une expression. Je peux peut-être la réécrire en partant. Ça, c'est la même chose que x fois le log de x plus x fois le logarithme de y. Avec la dérivée par rapport à x, je commencerai par faire la dérivée de x log de x. Et ensuite, je ferai la dérivée par rapport à x de x log de y. La dérivée de x log de y par rapport à x, on traite tout ce qui n'est pas un x comme une constante. Fait que le logarithme de y, c'est une constante. Fait que cette dérivée-ci, ça va devenir, je vais
pas celle-là en premier, je vais faire celle-là ici. La dérivée, le logarithme de y fois la dérivée de x par rapport à x, qui est 1. Puis le terme qui reste, c'est la dérivée partielle d'un produit. Ça fait que je fais la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. La dérivée de x par rapport à x, c'est 1. 1 fois le logarithme de x. Puis si j'ai x fois la dérivée de logarithme de x par rapport à x, on sait c'est quoi ce truc-là? C'est 1 sur x. Ça devient 1 sur x. Fait que j'ai 1 fois log de x. Ici. Plus x fois 1 sur x. Plus le logarithme de y fois 1. Laissez-moi le réécrire. J'ai logarithme de x plus 1 plus logarithme de y. Puis je vais me servir de la règle des logarithmes. La somme d'un logarithme. La somme de logarithmes, c'est le logarithme des produits. Donc la dérivée de x log de xy par rapport à x, c'est le logarithme de xy plus 1. C'est ce qu'on appelle ici. OK. Fait que ça, vous pourrez le regarder, le reconsulter en détail. Je l'enlève. Maintenant, on doit dériver ça par rapport à y. Fait que dans cette expression-là, tout ce qui n'est pas un y, on le considère comme étant une constante. Ben, j'ai un 1. La dérivée de 1 par rapport à y, c'est 0. La dérivée par rapport à y du logarithme de x sur y, ben, ça c'est un logarithme. Ça fait que je fais 1 sur l'intérieur, xy, fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée par rapport à y. Fait que je me retrouve avec 1 sur xy, fantastique, fois la dérivée de x fois y par rapport à y. Je traite x comme une constante, ça me fait x fois 1. Les x s'annulent, il me reste 1 sur y. Fait que la dérivée d'ordre 2 par rapport à x puis par rapport à y, c'est 1 sur y. Et là, ce que vous allez constater, c'est que si vous faites le même calcul pour calculer k, y, x, vous allez obtenir exactement le même résultat. C'est pas un accident. Les fonctions qui se comportent bien, en général, ont des dérivées mixtes qui sont égales. C'est pas toujours le cas, là. Il y a des fonctions où c'est pas vrai, mais pour les belles fonctions, celles qui se comportent bien, c'est le cas. Pour nous autres, ça va toujours être le cas. Fait que là, on a tous les outils nécessaires pour donner un résultat d'optimisation à deux variables. Fait que si vous avez un point critique, un point critique de la fonction, ça se peut que vous ayez un maximum relatif à ce point-là, un minimum relatif. Mais si ça n'atteint pas un maximum relatif ou un minimum relatif, le point critique va être un point de sel. Un point de sel, c'est l'équivalent en plusieurs dimensions du point d'inflexion. Un truc comme celui-là qui est ici. C'est un maximum dans cette direction-là. C'est un minimum ici. C'est un point de sel parce qu'on s'imagine, ça ressemble à une selle pour monter un cheval. On a un théorème qui s'appelle le théorème de la dérivée seconde. Puis c'est ce théorème-là qui va nous permettre de résoudre des problèmes comme celui du premier scénario qu'on a vu là, au début du chapitre. Fait que vous supposez que vous avez une fonction de deux variables, qu'elle va être dérivable d'ordre 2, c'est-à-dire que vous pouvez calculer les dérivées d'ordre 2. Puis supposons que A, B, c'est un des points critiques de la fonction. Un endroit où les dérivées partielles
sont égales à 0 ou encore qu'une des dérivées partielles n'existe pas. Il y a une quantité intéressante ou importante qu'on peut calculer qui s'appelle D en général. C'est la dérivée d'ordre 2 par rapport à x au point critique fois la dérivée d'ordre 2 par rapport à y au point critique moins le carré, la dérivée mixte au point critique. Vous supposez maintenant que ce point-là est pas égal à, cette valeur-là n'est pas égale à 0. Si c'est le cas, là, il y a trois possibilités. Si votre valeur D est positive puis que la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x est positive, votre fonction atteint un minimum relatif. Si la valeur D est positive puis que la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x est négative, votre fonction atteint un maximum relatif. Puis si D est négatif, ben votre fonction atteint c'est un point de sel au point critique AB. Si D est égal à 0, on ne peut rien dire. Il faut faire quelque chose d'autre. Vérifions. On va essayer de classifier les points critiques de la fonction. Bon, je ne les ferai pas tous, là. Je vais peut-être prendre le premier exemple seulement. Vous lirez les autres exemples. Il y a un seul point critique pour la fonction f qui était x carré plus y au carré moins 1. Comment est-ce qu'on vérifie ça? Ouais, il faut trouver les dérivées partielles. La dérivée partielle par rapport à x, c'est 2x. La dérivée partielle par rapport à y, c'est 2y. Quand est-ce que ces trucs-là sont égaux à 0? Seulement quand x est égal à y est égal à 0. Fait qu'il y a un seul point critique, c'est le point 0, 0. OK, ça a de l'allure. On a besoin maintenant de calculer la valeur D, puis pour calculer la valeur D, j'ai besoin de mes dérivées d'ordre 2 et les dérivées mixtes. Je vous rappelle qu'on avait fx qui était 2x, f de y qui était 2y. Fait en servant de ça, on a fxx qui va être 2, dérivée de 2x par rapport à x c'est 2, fyy c'est 2, puis ben, les dérivées mixtes, toujours être égales, ça on sait. Qu'est-ce que c'est si je dérive 2x par rapport à y? Ben, tout ce qui est point y, c'est une constante. Fait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Pareillement, si je dérive 2y par rapport à x, tout ce qui est point x, c'est une constante, 2y, c'est une constante, on dérive, ça fait 0. Fait que je me retrouve avec l'expression suivante pour D. 2 fois 2 moins 0 au carré. 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 0, c'est 4. 4, c'est plus grand que 0. Alors, ma fonction atteint un minimum relatif fait 0, 0. Vous allez devoir l'essayer avec les autres problèmes pour déterminer si vous avez un minimum relatif, un maximum relatif ou encore un point de sel. Ou si vous n'avez pas assez d'informations. Là, on peut se permettre de reconsidérer le problème. Avant de se lancer dans le problème du scénario, je vais vous faire une petite remarque. On avait initialement, pour une fonction d'une variable différentiable, on se disait c'est simple, pour trouver le maximum ou le minimum, je trouve les points critiques. Je me fais un tableau.
calcule la valeur de la fonction. Et bien, j'avais un maximum ou un minimum à un de ces points-là. C'était pas juste un minimum relatif, c'était un maximum relatif, c'était un maximum ou un minimum global sur l'intervalle. Le test de la deuxième dérivée qu'on a vu là, pour les fonctions d'une variable, ça nous permettait de dire, écoute, si tu trouves un point où la dérivée est nulle, que la fonction est concave vers le haut, deuxième dérivée positive, va être un minimum. Si tu trouves un point où la dérivée est nulle, et que la fonction est concave vers le bas à ce point-là, tu as un maximum relatif. C'est pas la même chose que de trouver le maximum ou le minimum global. Ben, ce qu'on a fait, ou ce qu'on est en train de faire, là, le théorème de la deuxième dérivée, nous a permis de faire l'équivalent du minimum relatif, maximum relatif pour deux variables. Il y a aussi un équivalent c'est une région. Une région qui est comme ça, ben vous pouvez jouer le même jeu. Vous pouvez dire, écoute, je vais trouver les points critiques qui vont se retrouver dans l'intérieur de A. Peut-être j'ai celui-ci, peut-être j'ai celui-là. Les points critiques, là, c'est ces valeurs-là. A1, B1 et A2, B2. Pour les points critiques qui sont à l'intérieur de A, je considère ce que j'appelle la frontière. Puis ce que je sais, c'est que le maximum et le minimum global, ça va être soit un des points critiques en A ou il va se trouver quelque part sur la frontière. Pour une fonction et une variable, d'aller vérifier ce qui se passe aux bornes, c'est l'équivalent d'aller voir ce qui se passe sur la frontière. La frontière, c'est quoi, là? Ben, c'est le truc que j'ai dessiné ici. Fait que le maximum, ça va être, le minimum va être atteint soit à un des points critiques ou quelque part sur la frontière. On va quand même parler du théorème de la dérivée seconde, fait qu'on ne parle pas vraiment de la frontière, mais on pourrait s'intéresser à ce qui se passe sur la frontière aussi. Fait que je vous rappelle qu'on avait des profits de vente de Gugus et de Gogos qui étaient donnés par cette fonction-là. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser ces profits? Ben, on va vérifier s'il y a un maximum local. Existe-tu un maximum local pour commencer? Puis après, ben, on va peut-être penser à est-ce qu'il est possible que le maximum local soit quand même un maximum global? Pour maximiser la fonction, vous avez besoin de trouver les dérivées partielles puis les points critiques. Les dérivées partielles, c'est pas bien compliqué. On dérive par rapport à x. Tout ce qui est point x est considéré comme une constante. 81 va disparaître. Moins y4 va disparaître. La dérivée de moins x4, ça va me donner moins 4x cube. Puis la dérivée de 16xy, ben si y c'est une constante, ça fait 16 fois une constante fois x. Le x disparaît, puis il me reste 16 fois la constante. Par symétrie, parce qu'ici vous pourriez remplacer les x et les y sans changer la fonction profit, la dérivée partielle par rapport à y, ça va être tout simplement 16x moins 4y à la 3. Si vous n'êtes pas convaincu par l'argument de la symétrie, vous le faites au long. Une fois qu'on a les dérivées partielles, on va trouver les points critiques éventuellement, là. Mais on a aussi à s'intéresser aux dérivées d'ordre 2. Fait que pour obtenir fxx, on dérive la dérivée partielle par rapport à x, une autre fois par rapport à x. Alors tout ce qui est point x est une constante, 16y, ça disparaît, moins 4x cube, ben, c'est une puissance, on la dérive en descendant l'exposant, puis en soustrayant
un truc. Fait que je me retrouve avec moins 12x au carré. Par symétrie encore, la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à y, ça va être moins 12y carré. Puis là, ben, la dérivée mixte, il y a les deux dérivées mixtes, je vais en prendre juste une des deux puisqu'elles sont égales. Je dérive la dérivée partielle par rapport à x par rapport à y. Fait que ici, je traite tout ce qui n'est pas un y comme une constante. Fait que le moins 4x cube, quand on le dérive, il devient 0, parce qu'on dérive par rapport à y. Puis 16y, sa dérivée par rapport à y, c'est 16. OK. Fait que là, j'ai trouvé mes dérivées partielles par rapport à x puis y, puis mes dérivées d'ordre 2. On cherche maintenant les points critiques. On cherche les endroits où la dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y vont être simultanément 0. On n'a pas besoin de s'inquiéter ou penser aux endroits où la dérivée partielle n'existe pas. Ce sont des polynômes, ça existe tout le temps. Donc là, il faut trouver quand les dérivées partielles sont simultanément 0. Fait que la dérivée partielle par rapport à x, c'était 16y moins 4x cube. Égal à 0. Dérivée partielle par rapport à y, c'était 16x moins 4y cube, c'est égal à 0. S'il y a un point qui satisfait à ça, ben vous allez avoir 16x moins 4y cube égale à 0. Ça veut dire que la valeur de x, on peut l'isoler ici, là, ça va être le quart du cube de y. Tout ce que j'ai fait vraiment, c'est que j'ai envoyé le 4y cube ici, puis j'ai divisé par 16. Comme ça. N'importe quel point critique satisfait ça. Les équations sont satisfaites simultanément. Ça veut dire qu'on peut remplacer x égale à 1 quart y cube dans l'autre équation. Fait qu'on a isolé x dans cette équation-là. Après ça, on va le substituer dans la deuxième équation. Il faut que ça soit vrai en même temps. Pas le choix. Fait que là, ça me fait 16y moins 4x cube. X, c'était 1 quart sur y à la 3. Fait que je me retrouve avec 16y moins 4 fois 1 quart y à la 3 à la 3. Le 3 qui est ici, là, c'est le 3 qui correspond à ça. Je fais la simplification. J'ai 16y moins 1 16e y à la 9. Puis là, ben, je fais une petite factorisation. C'est pas la factorisation complète. Je vais sortir un terme 1 16e sur y dans l'évidence, puis il va me rester 256, parce que 256, c'est 16 au carré. Avec 256 sur 16, ça me fait 16. Puis, ben, je sors un y, fait qu'il va me rester moins y à la 8. OK. Ça fait que les points critiques vont satisfaire d'une part que x va être égal à 1 quart y3, mais en même temps, à cause de l'autre équation, les valeurs de y doivent satisfaire à 1 16e y fois 256 moins y à la 8 égale à 0. Là, ça veut dire, quand on fait le calcul, y est égal à 0, ou encore ce truc-là est égal à 0, puis on obtient les valeurs de y pour lesquelles c'est égal à 0 en faisant la factorisation. Y à la 8 moins 256, ça commence par être une différence de carré. Ici, on peut le factoriser comme étant une différence de carré. Ceci. Ce terme-là est irréductible, on ne peut pas le factoriser plus. Puis là, ben, y à la 4 moins 16, ça aussi, c'est une différence de carré. Fait que vous allez le factoriser et ainsi de suite. Puis ben, la factorisation totale que vous allez obtenir quand vous le faites, c'est important de le faire, là, parce que vous ne pouvez pas juste espérer que vous allez être capable de le faire si vous n'êtes pas pratiqué. La factorisation totale, c'est cette expression-là. Et quand est-ce que c'est égal à 0? Quand chacun des termes est égal à 0, potentiellement. Y moins 2 égale à 0, c'est une possibilité, ça nous donne y est égal à 2. Y plus 2 est égal à 0, c'est une possibilité, ça nous donne y est égal à moins 2. Y carré plus 4 est égal à 0, non, ça se peut pas. Y au carré, c'est toujours positif. Fait que
positif plus 4, ça ne peut pas donner 0. Pareillement, y à la 4 plus 16 ne peut pas donner 0. Fait qu'il y a juste 3 valeurs de y qui font l'affaire. Y est égal à 0, y est égal à 2, puis y est égal à moins 2. Je vous rappelle que dans l'énoncé du problème ici, on s'intéresse à ce qui se passe entre 0 et 3. Bon. Y doit être positif, c'est pas tout à fait vrai. Y pourrait être potentiellement égal à 0 aussi. On va parler de y est égal à 0 séparément. Pour l'instant, on le rejette, on s'intéresse seulement à ce qui se passe quand y est égal à 2. Lorsqu'y est égal à 2, vous allez obtenir une valeur de x correspondante qui est 1 quart fois 2 à la 3, qui est 2 aussi. Fait que le seul point critique qui peut être intéressant pour vous, celui qui se trouve dans la région d'intérêt, c'est le point 2,2. Écoutez, quand y est égal à 0, l'autre option qu'on va considérer tout à l'heure, la valeur de x correspondante, c'est aussi 0. Il y aurait 2 points à considérer. Point 2,2 puis point 0,0. Vous pouvez faire le calcul de la quantité d. On évalue la deuxième dérivée par rapport à x en 2,2. On multiplie avec la deuxième dérivée par rapport à y en 2,2. Puis on fait, ici, le carré. On soustrait ça le carré de la dérivée mixte en 2,2. Là, si vous remplacez vos chiffres, vous allez obtenir ceci. 2048. U rang 0. C'est un bon signe. Puis la dérivée seconde par rapport à x, si vous la calculez dans l'expression qu'on a obtenue à la page précédente, c'est plus petit que 0. Et donc, on a un maximum relatif en 2,2. On peut aussi calculer la valeur de la fonction en 2,2, c'est 113. Il n'y a aucun autre point critique dans la région, à part potentiellement par 0,0. 0,0, c'est quoi la valeur de la fonction à ce point-là? On peut la calculer, la valeur. F de 0,0, qu'est-ce que c'est? Pour connaître la fonction x. On retourne en arrière. F de 0,0, on le voit ici, là. 81. 81, c'est plus petit. Le 113, qui est le F de 2,2. Puis nous, ce qu'on en conclut alors, c'est que le seul autre point critique qu'on a à 0 a une valeur plus petite que le 113. Il n'y a pas d'autre point critique. On n'a pas le choix. Il faut que ce soit un maximum global, absolu, parce qu'on a au moins trouvé une autre fonction, une autre valeur qui était plus petite que celle-là. La compagnie va maximiser ses profits si elle vend 2000 Gugus puis 2000 Gogos. Comme je vous ai mentionné au préalable, vous devez aussi vérifier ce qui se passe sur la frontière du domaine. Sur la boîte, x est égal à 0, entre y est égal à 0, 3. Quand x est égal à 3, entre y est égal à 0 puis 3. Quand y est égal à 0, x est égal à 0 puis 3. Puis finalement, quand y est égal à 3, quand x est égal à 0, jusqu'à 3. Donc il y a 4 droites. Vous pourrez l'essayer voir. Parce que sur ces droites-là, ça devient un problème à une variable. Vous avez fixé les valeurs de x, fixé les valeurs de y. Je vous en dis pas plus. Vous essaierez de voir ce qui se passe. Là, il y a énormément de choses qu'on a passées sous silence pour le calcul multivariable. C'est beaucoup plus compliqué que le calcul à une seule variable. On l'a fait juste pour vous donner une idée, là, un intérêt de ce qui pouvait se passer quand il y a plus de variables. Puis en général, plus de variables, c'est ce qui se passe dans la vraie vie.
Regardez ici, j'ai tracé la surface qui correspond à la fonction qu'on a vue. Notre point 2,2, là, c'est lui qui est ici. Maximum. Puis le long de la frontière, c'est de voir ce qui se passait ici puis là. Puis ici.